Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Sénégal, le procureur de Dakar évoque une chute après la mort d'un étudiant. Le cadre conteste cette version. En Afrique du Sud, l'armée sera déployée dans les foyers de criminalité sous 10 jours. Et puis en France, 4 départements maintenus en alerte rouge pour crues et inondations. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal au Sénégal où la mort d'un étudiant à Dakar continue de provoquer une vive émotion au sein de la communauté universitaire et de l'opinion publique. Le procureur de la République évoque une chute pour expliquer le décès. Une version immédiatement contestée par l'association des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop qui accuse les autorités judiciaires de semer la confusion et réclame toute la lumière sur les circonstances du drame. Retour sur les faits. Au Sénégal, le procureur du tribunal de Dakar a déclaré mardi que l'étudiant Abdoulaye Ba est décédé le 9 février d'une chute du 4e étage lors des manifestations contre les retards dans le versement des bourses, balayant la thèse selon laquelle il a été tué par la police. Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute du 4e étage et il a atterri sur l'asphalte. La déclaration contraste avec le rapport d'autopsie qui fait état de plusieurs blessures à la poitrine et au crâne. Le procureur a cependant annoncé l'ouverture d'une enquête contre des policiers soupçonnés d'avoir fait un usage disproportionné de la force contre les manifestants. Et la police nationale, qui dans un moment de crise, ont tout de même décidé de franchir allègrement les limites tolérables du maintien de l'ordre pour s'attaquer à d'autres membres du tissu social déjà arrêtés, parfois même neutralisés, certains s'en prenant même, pour ainsi dire, à des motos qu'ils ont sans raison décidé de saccager. L'enquête les concernant, ouverte depuis l'éclatement des échauffourées, permettra, après identification, certainement d'engager des poursuites contre eux. Dans cette vidéo authentifiée par l'AFP, on voit les policiers frapper un homme avec des instruments contondants lors des manifestations. En Afrique de l'Est, à présent, l'Éthiopie accueille un hôte de marque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en visite officielle à Addis Abeba. Cette rencontre de haut niveau traduit une volonté commune de renforcer les relations bilatérales, notamment sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires. Les deux pays entendent consolider leur partenariat stratégique. Reportage à suivre. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accueilli le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une cérémonie fastueuse au palais présidentiel.
Cette visite officielle en Éthiopie intervient dans la lignée du renforcement des relations entre les deux pays. Cette rencontre est également l'occasion pour la Turquie et l'Éthiopie de célébrer le centenaire de l'ouverture de l'ambassade de Turquie à Addis-Abeba et de retracer leurs relations depuis l'époque ottomane. S'exprimant lors d'un événement marquant le centenaire des relations bilatérales, l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Berk Baran, a déclaré que la visite d'Erdogan marquait le renforcement de liens déjà solides. L'engagement de la Turquie envers le continent a pris un élan sans précédent après qu'Ankara a déclaré 2005 année de l'Afrique, ajoutant que cette initiative avait ouvert un nouveau chapitre dans leurs relations. En Afrique australe, face à la criminalité persistante qui fait en moyenne une soixantaine de morts par jour, le gouvernement sud-africain annonce une mesure forte, le déploiement imminent de l'armée dans plusieurs foyers de violence. Les troupes viendront en appui à la police des différentes provinces dans le Cap occidental. Une décision qui illustre la gravité de la situation sécuritaire dans le pays. Suivons ensemble. L'Afrique du Sud s'apprête à déployer des unités de l'armée aux côtés de la police dans un délai de 10 jours afin de lutter contre une criminalité galopante alimentée par les gangs de drogue et les mineurs illégaux. L'annonce a été faite mardi par le ministre par intérim de la police Firoz Kachelia devant le Parlement. Les chefs de l'armée et de la police ont finalisé le plan de déploiement qui débutera dans les 10 prochains jours, a précisé le ministre. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures musclées prises par le gouvernement pour contenir la violence dans un pays qui affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde, avec environ 60 meurtres par jour. La mesure suscite toutefois des critiques. Des experts de la sécurité et des partis d'opposition estiment que les militaires ne sont pas formés aux missions de maintien de l'ordre. D'autres s'interrogent sur le coût du dispositif et y voient l'aveu d'un échec de la police à endiguer la violence. Restons en Afrique australe où un phénomène naturel spectaculaire a retenu l'attention. Une éclipse solaire partielle était visible dans plusieurs pays de la région, notamment en Afrique du Sud. Si le fameux agneau de feu n'était pleinement observable que depuis l'Antarctique, l'événement a néanmoins suscité un vif intérêt auprès des populations et des scientifiques. Suivons plutôt. Mardi, les regards tournés vers le ciel ont pu assister à un discret mais fascinant balai céleste. Depuis l'Afrique du Sud et plusieurs régions d'Afrique australe, une éclipse solaire partielle était visible. La Lune est venue s'interposer entre la Terre et le Soleil, donnant l'impression de croquer un morceau de l'astre. Outre l'Afrique du Sud, des portions du sud-est de l'Afrique, notamment Madagascar et le Lesotho, ainsi que les extrémités du Chili et de l'Argentine pouvaient également observer une éclipse partielle si les conditions météorologiques le permettaient. L'éclipse annulaire en anneau de feu n'était observable dans sa totalité que depuis l'Antarctique. Les éclipses solaires se produisent lorsque le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent parfaitement. Elles surviennent plusieurs fois par an, mais ne sont visibles que dans certaines régions du globe. En août prochain, une éclipse solaire totale est attendue au-dessus du Groenland, de l'Islande, de l'Espagne, de la Russie et d'une partie du Portugal. En Afrique du Nord, les Nations Unies tirent une fois la sonnette d'alarme sur la situation des migrants en Libye. Les agences onusiennes dénoncent des abus systématiques et parlent d'un véritable modèle d'exploitation installé depuis plus d'une décennie. Elles exigent les réformes urgentes ainsi que la libération des personnes détenues arbitrairement. Reportage à suivre. Dans un rapport conjoint, la mission d'appui des Nations Unies en Libye et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénoncent des violations systématiques commises en toute impunité contre les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Le rapport identifie 4 types d'abus récurrents: interceptions illégales et dangereuses en mer, expulsions collectives, violences sexistes et sexuelles, ainsi que détentions arbitraires, disparitions forcées et mauvais traitements dans environ 40 centres de détention officiels et non officiels. Fin 2025, près de 5000 personnes étaient recensées dans les centres officiels gérés par les autorités, mais le chiffre réel serait largement supérieur selon les ONG. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, l'instabilité chronique du pays a favorisé la traite humaine et les abus.
À la mi-2024, près de 900 000 migrants et réfugiés étaient recensés en Libye. Situé à 300 km des côtes italiennes, le pays reste l'un des principaux points de départ vers la Méditerranée, où plus de 33 000 morts et disparus ont été enregistrés depuis 2014. Toujours sur le continent africain, mais cette fois-ci dans ses relations avec l'Europe, Paris et Algérie annoncent la relance de leur coopération en matière de sécurité. Les deux pays affirment vouloir redynamiser leurs échanges dans ce domaine sensible. Selon les autorités, cette coopération renouvelée devrait entrer en vigueur dès que possible. Plus de détails dans cet élément. La France et l'Algérie se sont engagés mardi à relancer leur coopération en matière de sécurité, une volonté manifestée lors de la visite du ministre français de l'Intérieur dans la capitale algérienne, dans un contexte diplomatique tendu entre Paris et Alger. Laurent Nunez a rencontré notamment le président algérien. Donc nous avons travaillé à mettre en place, à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau, qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement, pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales. Outre le volet sécuritaire, divers autres sujets devaient encore être réglés par les autorités des deux pays. Ils concernent la réadmission des Algériens en situation irrégulière en France, le trafic de drogue et la lutte contre le terrorisme. En Europe, plusieurs départements français restent en vigilance maximale. La Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont maintenus en alerte rouge pour crues et inondations jusqu'à jeudi. Les autorités appellent les populations à la prudence face à la montée des eaux. Suivons ensemble. 4 départements de l'ouest de la France maintenus en alerte rouge, crue, inondation et 9 autres en vigilance orange, pluie, inondation avec l'arrivée de la tempête Pedro. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, parle d'un record d'humidité jamais recensé depuis 1959 et fait le lien avec le changement climatique. La ministre annonce par ailleurs que l'État apportera son soutien aux collectivités touchées par les intempéries. Après une accalmie mardi après-midi, Météo France annonce de nouvelles perturbations généralisées sur l'ouest de la France. La Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont les départements les plus touchés. À Réole, en Gironde, le niveau de la Garonne a légèrement baissé, mais le réseau d'eau potable est perturbé, comme dans plusieurs communes de la région. Dans les environs d'Angers, l'eau a envahi par endroits des centaines de mètres de terre au-delà de son lit et le maire de la ville, Christophe Béchu, parle de niveau de crue jamais atteint depuis 25 ans. Toujours en France, l'enquête se poursuit après la mort du militant nationaliste Quentin Derengue. 11 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre des investigations. Cette affaire intervient dans un contexte marqué par des violences idéologiques récurrentes au cours des dernières décennies. Suivons plutôt. 5 jours après la violente rixe ayant causé la mort de Quentin, militant d'extrême droite et identitaire, 11 personnes ont été arrêtées, dont 6 sont soupçonnées d'avoir participé aux violences et 3 d'avoir apporté un soutien, a indiqué une source proche du dossier. Parmi les personnes arrêtées se trouve un collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud, qui a rapidement indiqué avoir engagé les procédures pour mettre fin à son contrat. À l'enquête désormais de déterminer les responsabilités, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a annoncé qu'il n'y aurait désormais plus d'autres meetings dans les universités si un risque de trouble à l'ordre public est avéré. Mathilde Panot, présidente du groupe insoumis à l'Assemblée, a dénoncé une décision qu'elle considère comme une instrumentalisation de la mort du militant nationaliste. Cela veut dire que derrière, il suffira que des groupuscules d'extrême droite qui vont à chacune de nos manifestations, à chacun de nos meetings, à chacune de nos conférences, mettent la pression pour qu'ensuite l'ensemble de nos événements soient annulés. Et je rappelle là aussi que c'est au gouvernement de prendre des mesures pour assurer des conditions démocratiques du débat politique. Sébastien Lecornu, qui a dit ne pas vouloir présager de la suite de l'enquête et attenter à la présomption d'innocence, a appelé la France insoumise à faire le ménage dans ses rangs. Dans l'hémicycle, il a également exhorté l'ensemble des partis à refuser la violence politique. Soit on lutte et on refuse la violence, soit on ne lutte pas contre elle. Il n'y a pas de double standard. Il n'y a pas, au fond, 2 poids, 2 mesures. Ça vaut pour tout le monde, pour tout à chacun.
Sur Arte, le politologue Xavier Crétiez a rappelé que depuis 40 ans, outre les morts causées par les islamistes et les séparatistes, 53 personnes sont décédées lors de violences idéologiques, dont 5 sont du fait de l'ultra-gauche et 48 de l'ultra-droite. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. Au Moyen-Orient, à Gaza, le mois de Ramadan débute dans un climat économique particulièrement difficile. Les habitants effectuent leurs achats traditionnels, mais les destructions liées à la guerre et à la crise financière pèsent lourdement sur les préparatifs du mois sacré. Un Ramadan placé sous le signe des contraintes et de l'incertitude. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programmes à vous.